Je sens l'odeur du maintien qui se rapproche et je commence vraiment à y croire de plus en plus. Mais avant de passer au débrief du match, les gones, pensez à liker le contenu, pensez à vous abonner, pensez aussi à partager et à commenter sous la vidéo, c'est très important. Vous êtes très nombreux à nous regarder, mais pas encore tous abonnés, alors je compte sur vous. La compo du match, c'est le 4-3-3 qu'aligne Pierre Sage. Un 4-3-3 qui, moi, m'a fait un petit peu réagir, parce que quand je vois Gift Orban, ailier gauche, forcément ça m'interpelle. Pour moi, Orban n'a pas ce profil à jouer ailier gauche, c'est un joueur qui est axial avant tout. C'est un numéro 9, je le rappelle, qui, quand il était à la Gantoise, jouait soit seul, soit à deux pointes avec Kuipers. Et on le voit bien sur le but que l'on prend de Mikotadze. À la base de l'action, c'est une perte de balle d'Orban qui redescend très bas, qui est au cœur du jeu au milieu de terrain, qui perd le ballon parce qu'il n'est pas assez fin techniquement pour faire une bonne remise, une remise propre. Pour moi, vraiment, j'insiste, mais l'un des mots MAUX de l'OL durant quasiment une mi-temps, c'est le déséquilibre, à la fois dans la largeur et la verticalité. Parce qu'en fait, on a eu trop souvent une équipe qui était coupée en deux, avec un bloc défensif et offensif, et très peu de lien entre les deux, et surtout un bloc coupé dans la largeur, avec un côté droit où Nuama était très présent. Alors certes, Nuama, on le dira après, mais très brouillon, beaucoup de déchets, encore une fois trop de déchets, et malheureusement, par son indiscipline tactique, je pense que Orban a lourdement pénalisé l'équipe, au moins dans la construction des actions offensives. Ce qui fait qu'en fait, durant quasiment une mi-temps, on n'a pas du tout un 4-3-3 harmonieux, équilibré et bien construit, mais on a plus une forme de, je dirais, un 3-3-4. On a quasiment 4 joueurs en largeur, avec Maitland-Niles à gauche, 2 joueurs centraux, donc Orban plus Lacazette, et à droite, Nuama. Orban a un jeu de rupture, de transition, de profondeur. Il est assez complet dans les courses, mais malgré ça, pour moi, c'est au détriment de l'équilibre du 11. Et trop souvent, on a vu l'OL attaquer quasiment exclusivement à droite et très peu à gauche. Et d'ailleurs, quand Benrahma rentre, quand Pierre Sage réajuste son 11, sort Orban et fait rentrer Benrahma, j'ai trouvé qu'on avait dans l'ensemble une cohérence plus forte, avec, on le voit bien à l'écran encore une fois, un bloc équipe mieux positionné, et je dirais plus cohérent dans l'ensemble, avec vraiment une largeur qui est bien occupée. On a plein de séquences de jeu en seconde mi-temps où Benrahma part côté gauche, rentre dans l'axe et contribue au jeu. C'est intéressant. Mais lui a ce profil-là. Tout est question d'équilibre et d'association des profils. Pour moi, Orban, c'est vraiment un joueur d'axe. Et là, quand je le vois à gauche, qui se réaxe et n'a pas la discipline pour être vraiment un ailier gauche de formation, pour moi, c'est contre-emploi, c'est contre-productif et ça va à l'encontre du jeu. Deuxième point important que je n'ai pas apprécié, c'est le rôle de Lacazette. Durant quasiment une heure de jeu, j'ai vu Lacazette non pas numéro 9, mais 9,5 voire 10. Moi, je n'aime pas, parce que je trouve qu'il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est proche des cages adverses. Quand il est comme ça à la création, très reculé, il y a plein de séquences de jeu où je le revois à 40 mètres des cages d'Oukidja. C'est un non-sens en fait, parce que il est vraiment le facteur X de l'OL, c'est ce joueur offensif qui est au-dessus du lot, mais quand il est près des buts adverses. Le but qu'il met, c'est un but qu'en Ligue 1, il y a quasiment personne qui peut le mettre. Alors à part Mbappé ou peut-être Ben Yedder, mais qui d'autre ? Personne. En l'espace d'une demi-seconde, il contrôle le ballon, il se retourne, il pivote et boum, il enchaîne du gauche, but. C'est un enchaînement de top class player, quoi. Mais voilà, pour qu'il le fasse, il faut qu'il soit vraiment proche du but adverse. Et trop souvent, on l'a vu loin. Il y a plein de phases de jeu où je le revois, il est à 40 mètres, il décroche, il remise. Alors c'est intéressant, ça apporte au jeu de l'OL une variété de jeux, mais dans l'ensemble, pour moi, c'est pas là où je veux le voir. Pour moi, la case, c'est le numéro 9, tueur, qui doit être le plus de temps possible dans la box adverse. Cette fonction que l'on veut coller à la casette de numéro 9,5, tel un Griezmann, pour moi, c'est un non-sens. En fait, durant une mi-temps, on a été moyen parce qu'en fait, on s'est créé tout seul des problèmes. Parce que jeu déséquilibré, côté gauche inexistant, et la case dans un rôle de 9,5 qui pour moi ne peut être qu'au mieux un rôle ponctuel, mais pas un rôle sur l'étendue du match. C'est incohérent. Troisième point important dans ce match-là que je peux un petit peu déplorer, c'est durant une mi-temps, le manque d'emprise, je dirais, du jeu de notre milieu de terrain. On a eu beaucoup de phases de jeu où vraiment le déchet s'est accumulé, beaucoup de pertes de balles, de mauvais contrôle,
notamment sur un joueur que j'ai trouvé un petit peu en dessous des deux autres, c'est Mangala. Je trouve que Mangala a fait un match très neutre, trop neutre, parce qu'il peut, à la passe, faire de vrais bons décalages. On l'a vu contre Lille, où il met un super ballon profondeur pour, je crois, Orban dans mon souvenir. Il peut le faire et il le fait très bien. Il y a trop de phases de jeu où je trouve qu'il a fait des passes, pour moi, des passes entre guillemets diplomatiques. Des passes qui sont latérales, où il y a très peu de risques, trop peu de risques, et au final, c'est pas son jeu, parce que c'est un joueur qui est intelligent, qui se place bien entre les lignes, mais parfois, il a un peu tendance à jouer trop propre. Et je pense que le jeu de l'OL gagnerait si Mangala jouait un peu plus risqué. Il peut le faire, largement, il l'a prouvé. On le voit se projeter très très haut, on le voit parfois à la passe faire de bons décalages, il peut le faire, il a la qualité pour le faire. Quatrième point que je n'ai pas aimé, c'est la fragilité défensive. J'ai trouvé, une fois n'est pas coutume, que O'Brien plus Chalet Tatsar, les deux, ont été très 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 fébriles dans leur intervention, mais aussi et surtout à la relance. Il y a un paquet de fois où je me suis dit, mais c'est pas possible. À force de rendre les ballons aux Messins aux 20 mètres, il y a bien un ballon qui va finir en but, c'est sûr et certain. Et pas manqué, ça a failli, quoi. Il y a eu 3-4 relances, mais hasardeuses, approximatives. Pour moi, sur une mi-temps et quasiment une heure de jeu, on s'est mis tout seul en difficulté par des choix bizarroïdes, des relances pas claires, une forme de pression qu'on n'a pas su gérer. Moi, ça me dérange. Et je trouve que les deux axiaux ne brillent pas depuis quelques matchs par leur sérénité. Je trouve que les deux ne rassurent pas. Malheureusement, il y a plein de séquences de jeu où à la relance ou intervention, c'est pas loin, c'est limite, on est au bord du craquage, on n'est pas loin de la faute, de la mauvaise relance. Et le but du 2-1, malgré ça, est un but extrêmement intelligent. Parce qu'en fait, tout part d'un bloc haut, on est dans une phase de possession et de contrôle de jeu. Matic se retrouve aussi très très haut, aux environs des 16 mètres adverses. Et là, sur un bon décalage du gauche, comme il sait bien le faire, il envoie en profondeur Cacré, qui fait un très bon appel et qui, par son appel, crée le mouvement. Ça, c'est vachement intéressant. Il frappe en une touche, Oukidja l'arrête, la repousse plutôt mal. Et là, directement, Cacré opère le switch. Dans sa tête, mentalement, il passe d'une phase de possession à une phase de récupération. C'est là où on voit que Cacré est un joueur purement de transition, parce en fait, dès qu'il perd le ballon, mentalement, il switch très très vite, il se réajuste et il récupère très vite. Et là, il récupère le ballon, il le prend devant Nuama, d'ailleurs, il lui subtilise le ballon, et directement, le coup d'œil pour voir au point de pénalty Benrahma, qui finit très bien l'action. Et moi, ce but, il me rappelle fortement, rappelez-vous le but contre Nice, d'Aurel Mangala, où on a Nuama qui fait un bel appel de balle profondeur, passe en retrait et finition clinique de Mangala. Je trouve que dans les deux buts, il y a quelques points de similitude dans la construction du jeu. Et c'est intéressant, et on sent quand même qu'il y a... Alors, il n'y a pas un jeu qui est tout le temps très élaboré côté OL, très très brillant, mais il y a des circuits de passe qui commencent un petit peu à émerger, qu'on voit régulièrement. Je dirais que les quelques coups où on aurait pu tuer le match sont très très mal joués. Moi, c'est un de mes grands regrets sur la fin de match, c'est qu'on joue très très mal les quelques situations que l'on a. On n'est pas très malin en fait, parce qu'il y a plein de séquences de transition où on doit faire beaucoup mieux. Et là, j'incrimine directement, malheureusement, Cherki qui fait une entrée, je dirais, catastrophique, parce qu'en fait, il doit apporter de la maîtrise, du lien entre le milieu et l'attaque, et il le fait pas. Parce qu'en fait, les choix qu'il a à faire, il les fait mal. Il fait les mauvais choix. Il y a 2-3 passes qu'il doit donner justement à Fofana ou Lacazette ou Baldé en fin de match. Et les ballons sont mal donnés. Mais vraiment très mal donnés, dans le mauvais tempo, mauvais timing. Ça, ou alors des pertes de balles pas judicieuses, quoi. Rappelez-vous, je crois que c'est à la fin du match, à la 90e minute, je crois, il est côté droit en défense dans notre bloc équipe. Il fait le repli, ce qui est bien. Pour le coup, c'est bien. Mais voilà, au duel physique, il se fait bouger par le Messin, et là, il y a danger. Voilà, c'est le problème. Donc en fait, la fin de match, elle est frustrante, parce que je pense qu'on aurait pu, et on aurait dû tuer le match avant, mettre le but du 3-1, c'était largement faisable, mais on ne le fait pas, et comme on ne le fait pas, on est en difficulté, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de patte de Mikotadze, on n'est pas à l'abri d'un coup franc de 92e minute, on n'est pas à l'abri d'une bourde d'O'Brien, on n'est pas à l'abri en fait. Et malheureusement, c'est ce qui un peu je déplore, on ne se met pas à l'abri. On n'a pas su tuer le match, on a une forme de contrôle relatif, mais on n'en fait rien en fait. Et c'est un peu dérangeant. J'aurais aimé que pour une fois, l'OL imprime durant tout un match un contrôle technique. C'est pas le cas. Et en fait, c'est en ça que
je veux souligner un joueur qui est pour moi le top. C'est le top du match, c'est Matic. En fait, moi le premier, hein, j'insiste en disant depuis quelques matchs qu'on a une forme de contrôle et d'emprise technique. En fait, si vraiment je suis sincère avec moi-même, je pense que l'emprise de l'OL sur les matchs, qu'on a vu contre Lille, contre Nice par séquence d'une demi-heure, c'est avant tout et surtout dû à Matic. Tous ces gens bien conseillés, qui se revendiquent des experts du foot et qui disent que Matic est un joueur cramé, trop lent pour le haut niveau, qu'il ralentit le jeu. Moi les gars, que voulez-vous? Moi des Matic, j'en veux 2, 3 dans mon équipe. C'est des joueurs de très haut niveau, c'est un fourri classe. Comme je dis, Matic c'est un joueur hors norme, c'est un surdoué, c'est quelqu'un qui pense le foot, qui comprend le foot, qui voit tout avant tout le monde, qui joue juste. Sous pression, il ne bégaye jamais, le pied ne tremble pas, voilà. Moi, des Matic, j'en rêve, je veux que chaque année, on ait un Matic à l'OL, voilà. Donc, tous ceux qui ont pu dire, côté rennais, ou les gens qui font la pluie le beau temps dans la presse sportive française, sur les différents réseaux, qui ont pu dire, Matic, il est fini, il est cramé, c'était le maillon faible quasiment de Rennes. Mais quelle hérésie, quoi. C'est une aberration. Moi, je m'en tire les cheveux, c'est fou, quoi, dire un truc pareil, c'est une connerie sans nom. Donc voilà, moi, Matic, tous ces débats qui ont eu lieu sur lui, à coup de, il est trop vieux, il est cramé, il est lent. Les gars, franchement, estimez-vous heureux qu'il soit à l'OL. C'est une chance inouïe qu'on ait Matic chez nous, c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, mon top du match, c'est Matic, clairement. J'aurais pu dire aussi Cacré, qui fait dans la continuité des matchs qu'il a fait contre Marseille, contre Lille, contre Nice, qui fait encore une fois un très très bon match. Moi, ce Cacré-là, qui est un joueur vertical, qui joue en une touche, qui simplifie le jeu, qui court partout, qui est vertical, vraiment c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et il est en pleine progression, il revient à un niveau, à un très bon niveau. Maintenant, au rayon des flops, alors le flop évident c'est Orban, parce que voilà, il n'a pas respecté les consignes tactiques de Pierre Sage. J'ai trop souvent entendu Pierre Sage sur le banc crier et dire Gift, reviens à côté gauche, tu joues ailier et pas deuxième buteur. Ça c'est embêtant, son indiscipline a lourdement handicapé l'OL durant une mi-temps. Donc pour moi c'est le flop du match. J'aurais pu dire aussi O'Brien et Tchaleta-Tsar. Et si je me trompe pas, ça fait quand même 3 ou 4 débriefs où je dis que les deux axiaux ne sont pas rassurants et me font peur. À la relance et dans le duel. Donc attention, il est quand même grand temps de revenir à une base plus propre. Parce qu'il y a bien un jour où on va le payer cher. Et je crains le pire, vraiment. Voilà les gones, mon débrief du match. Victoire de l'OL, donc 2-1 à Metz. Victoire très importante et comme je vous l'ai dit, le maintien, ça sent bon.